heures, ça s'est terminé à 10 heures. Donc après, on est complètement... Voilà, ça va commencer. À tout de suite. Bonsoir, soyez les bienvenus. Merci d'être venus nous rejoindre ce soir pour ce début d'un petit cycle que nous commençons aujourd'hui et qui se poursuit demain sur la botanique coloniale, très décoloniale. Au cours de ces 2 journées, vous allez découvrir ce que veulent dire ces 2 thèmes et nous allons pouvoir entrer dans ces questions. J'aimerais commencer par remercier à Séverine Kodjo-Granvaux qui est avec nous ce soir pour l'ouverture de ce cycle et Margarida de Medeiros qui demain sera sur scène. Et c'est avec elle que j'ai commencé justement à parler de ces questions pour organiser ces 2 journées de rencontres. Margarida travaille avec bon nombre d'autres chercheurs sur un projet qui nous invite à regarder les photos qui ont été prises au cours de la période coloniale et les regarder pour essayer de comprendre quelles sont les connaissances que ces photos nous transmettent en ce qui concerne notre vision de la botanique. Et dans quelle mesure le projet colonial a également forgé un rapport avec la botanique, les plantes. Et donc, c'est un peu à partir de ce projet de Margarida de Medeiros, un projet qui est en cours d'ailleurs, que nous avons organisé ces rencontres. Botanique coloniale, décoloniale. Donc, ce soir, nous avons cette première intervention avec Séverine Kodjo-Granvaux, Vibrer dans le monde. Et demain, nous allons avoir Helena Elias, Margarida de Medeiros et Luís Mendonça de Carvalho. Et nous allons rassembler des personnes qui viennent de la filière scientifique, biologie, botanique et des chercheurs qui viennent d'autres domaines, histoire de l'art, mais aussi des études artistiques. Donc voilà, pour vous mettre en contexte et vous inviter à revenir demain. Ce soir, nous avons parmi nous Séverine, comme je l'ai déjà dit, qui va ouvrir ce débat. Séverine travaille pas mal sur ces questions, pas seulement du point de vue de la botanique, même si ce soir, elle va commencer par là, mais en tant que philosophe et chercheuse dans ce domaine au laboratoire d'études et recherches en logique contemporaine Paris 8, des livres comme Devenir vivant, le voici. Je pense que vous pourrez le trouver à la librairie de Culture Geste. Il n'est pas encore traduit en portugais, sachez-le. Peut-être un jour le sera-t-il. Il a été publié en 2021. Elle est également l'autrice d'un autre ouvrage qui s'appelle La philosophie ou Les philosophies africaines, édité en 2013, et coédition d'un ouvrage Droit et colonisation qui montre comment le projet colonial a forgé le monde. Et dans ce livre, si Devenir vivant, comment est-ce que nous avons besoin d'étioler, d'ouvrir, de faire en sorte que les barrières que ce monde a engendrées, comment est-ce que nous devons les démonter et pourquoi, pour que nous puissions, et c'est l'invitation, et ceci en quelques mots à peine, je pense que c'est la grande invitation de cet ouvrage, Devenir vivant, pour que nous nous rattachions au monde des vivants, au-delà des humains. Une philosophie qui est aussi une forme de cosmologie. Comme ce n'est pas à moi de parler ce soir, je reviendrai dans un moment. Je vais juste vous présenter sommairement l'invité de ce soir, au-delà de ces ouvrages que je viens de citer.
Séverine Caudiot-Granvaux, et il y a un prix Louis de l'Academy of Science et commissaire scientifique de la fabrique de Sosa. C'est un projet qui existe au Cameroun. Séverine a un projet en lien avec ce pays depuis pas mal de temps et je sais qu'elle prépare un projet de biennale où plusieurs questions liées à la production de connaissances, écologie, seront rattachées à la pratique artistique. Donc, ce lieu, Fabrique de Sauzet, est un lieu expérimental qui rassemble des juristes, jeunes entrepreneurs, agriculteurs, artistes, et j'en passe. Donc, un lieu de rassemblement pour concevoir et mettre en pratique cette rencontre. Elle a édité les pages de culture, des revues de culture Jeune Afrique et journaliste du journal français Le Monde. Vou passar para o francês, fiz uma breve contextualização destes 2 dias e do teu trabalho, Séverine. Se te puder tutear, pergunta a Liliana. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e dou-te a palavra. Depois voltarei para o debate. Muito obrigada e até já. Boa tarde, bonsoir. Tout d'abord, un grand merci Liliana et merci à toute l'équipe de Culture Geste pour cette invitation qui m'est faite. C'est un grand honneur et un très grand plaisir de venir parler devant vous, avec vous, ce soir. Est-ce que vous connaissez la chayote ? C'est une plante vivace de la famille des cucurbitacées, une sorte de petite courge qui vient du Mexique. Alors on peut la manger en gratin, en salade, rôtie, cuite au four. On l'appelle aussi chouchou à la Réunion, chouchoute à Madagascar ou en Polynésie. On l'appelle Christophine dans les Antilles françaises. Christophine parce que ça vient de Christophe, comme Christophe Colomb, qui l'a fait passer du Mexique aux Antilles, il l'a introduite aux Antilles. Et les Européens l'ont découverte à la fin du XVe siècle lorsqu'ils ont débarqué en Amérique. Moi, j'ai découvert personnellement la chayote il y a peu. J'en ai jamais mangé, mais je l'ai découvert dans un tableau du peintre espagnol du siècle d'or, Juan Sánchez Cotán, qui est célèbre pour ce qu'on appelle les bodegones. Alors, c'est l'un des premiers peintres espagnols à réaliser des natures mortes. Et il a peint ce tableau que vous voyez en 1601. Il s'appelle, alors le titre en français, c'est Nature morte au gibier, légumes et fruits. Et l'on voit à côté d'oiseaux et des canards morts une petite chayote. Alors, voilà, c'est ça la chayote. Et pourquoi est-ce que je vous en parle ? Parce qu'en fait, c'est l'un des premiers témoignages de représentation d'un aliment américain qui vient d'Amérique en Espagne. Et quelques années plus tard, en 1645, Pedro de Medina Valbuena réalise un tableau qui s'appelle, en espagnol, alors vous m'excuserez pour mon accent, Bodegón con manzanas, plato de nueces y caña de azúcar. Et là, on voit des cannes à sucre, une canne à sucre à côté, vous voyez là, au fond, la canne à sucre, à côté des noix et d'autres fruits. Et la canne à sucre, comme la chayote, ce sont des spécimens de plantes, de fruits, de légumes, mais aussi de fleurs, qui sont rapportés par les explorateurs de ce qu'on va appeler alors le Nouveau Monde. Et ces végétaux, originaires des Amériques, font ainsi leur entrée dans les représentations et les imaginaires européens. Alors j'ai choisi de vous parler de ces deux tableaux parce qu'on a là la représentation de deux phénomènes concomitants. D'abord, vous le comprenez, on a l'introduction d'éléments d'une botanique coloniale,
dans les représentations des choses de la nature et des imaginaires européens. Petit à petit, les peintres introduisent ces éléments exotiques auxquels donne accès la colonisation au milieu de la représentation de ce qui jusqu'à présent constituait l'univers ou le monde européen. Le tableau de Juan Sánchez Cotán, il ne nous montre pas que des spécimens de plantes ou de fruits exotiques, mais il intègre la chayote au monde espagnol, que représentent ici les oiseaux, le canard, le chou vert et le melon. Et de la même manière, Pedro de Medina Valbuena peint la canne à sucre au milieu de noix, de marrons, de pommes. Et la canne à sucre, elle représente l'exploitation pour laquelle va s'organiser la traite négrière et le commerce triangulaire. Donc cette histoire coloniale, esclavagiste, intègre ainsi peu à peu les représentations européennes, là en l'occurrence à travers de nouveaux produits comestibles. Et à cette époque, en Europe, la Renaissance flamande, par exemple, voit Peter Bruegel l'Ancien ou Jan van Kessel peindre des fleurs rares, des coquillages, des insectes ou encore des reptiles. Et se développe à cette époque une science empirique fondée sur l'observation et l'étude des phénomènes naturels. Et l'esprit d'enquête prévaut dans les œuvres des premiers peintres de nature morte du nord de l'Europe qui est alors dominée par la couronne espagnole. Il se trouve que c'est l'heure de ce qu'on va appeler le naturalisme. Et l'Espagne, qui est cette nation d'explorateurs, porte un grand intérêt à l'histoire naturelle qui se concentre presque exclusivement sur la faune et la flore du Nouveau Monde. Le roi d'Espagne, Philippe II, au XVIe siècle, est fasciné par les illustrations botaniques et les collections de peintures d'animaux d'Amérique du Sud. Le second point que je voulais aborder avec vous à travers ces représentations, je voulais m'attarder sur la notion de nature morte. Alors en français on dit nature morte, en anglais on dit still life, qui est un petit peu une opposition. Mais je ne sais pas comment on dit en portugais, mais ce qui m'intéresse, c'est ce que représentent ces tableaux. Une nature morte, justement, vidée de sa substance, vidée de vie, de mouvement. Les fleurs sont par exemple coupées, on les retrouve transformées en couronnes ou déposées dans des vases. Elles n'ont plus qu'une de fonction qu'ornementale, elles décorent les intérieurs urbains. Les fruits ne sont plus sur les arbres, mais dans des coupes. Les animaux sont tués, prêts à être dépecés, cuisinés avant d'être avalés. Et la nature est en fait domestiquée au service de l'homme. Elle le nourrit ou agrémente son existence. En fait, elle est désacralisée. Et de manière scientifique, on va la classer, la répertorier, cette nature. On la fige dans des définitions et des représentations botaniques ou artistiques, et on l'expose. Et pour l'étudier, lorsqu'elle est encore vivante, on va créer des ménageries et des jardins botaniques à la fin du XVIIIe siècle. Il y a là la volonté de créer en fait des enclaves de nature ordonnée, des vitrines du contrôle colonial, mais aussi où l'on développe, produit des plantes utiles au développement du projet colonial. Dans les colonies, beaucoup de jardins botaniques sont aussi des pépinières. Comme vous pouvez le voir là, c'est un exemple d'un jardin qui s'appelle un jardin d'essai à Alger. Et en fait, ces jardins servent aussi de pépinières qui vont permettre que se développent, par exemple, les plantations d'eucalyptus en Algérie ou de thé, de cacao, de café. Donc ce sont des lieux d'exposition de la nature, mais aussi des lieux d'exploitation de la nature. Et il y a une chercheuse française, Hélène Blais, elle a travaillé sur ces questions de jardins botaniques et elle explique que justement ces jardins, créés dans les colonies européennes à partir de la fin du XVIIIe siècle, sont des outils impériaux qui témoignent de la volonté de contrôle de la nature, accompagnant la domination des hommes en situation coloniale. Le projet colonial est un projet d'appropriation des terres, de contrôle et d'exploitation d'une nature transformée en ressources.
Dans les traités de droit colonial, par exemple, il est dit que l'on a le droit de coloniser une terre lorsqu'elle est insuffisamment mise en valeur par les populations locales. Insuffisamment mise en valeur, ça veut dire insuffisamment exploitée. Et ce projet colonial se construit sur la plus grande exploitation qui soit, qui est celle du modèle des plantations, de l'esclavage et de la traite négrière. La plantation, c'est aussi l'un des tout premiers modèles de monoculture intensive qui, pour ce faire, a eu recours à des déforestations massives, à la destruction de la biodiversité, à l'érosion des sols et à la pratique de l'esclavage et de la traite. Or, si on regarde un petit peu plus près, on s'aperçoit que cette pratique moderne de l'esclavage est rendue possible par la déshumanisation d'hommes, de femmes et d'enfants, d'humanité que l'on renvoie à l'état de nature. L'état de nature, c'est une fiction philosophique qui est inventée au XVIIIe siècle et qui permet aux théoriciens du contrat social de penser les origines de la société en imaginant une progression possible entre une sortie de la condition naturelle pour une entrée en humanité. Et la séparation nature-culture, propre à la civilisation occidentale, ainsi que l'ont démontré des penseuses et des penseurs comme Caroline Merchant ou Philippe Descola. Donc cette séparation nature et culture propre à la civilisation occidentale trouve là toute son expression. Ce qui fait humanité, c'est la sortie de l'état de nature, l'entrée dans la culture, et cette entrée dans la culture va s'exprimer, entre autres, par une domination et un contrôle de la nature qui est transformée alors en ressources naturelles que l'on peut exploiter. Alors, on a beaucoup écrit, dit sur cette phrase de Descartes qui invite l'homme et pas la femme, à être comme maître et possesseur de la nature. Et que ça serait un des moments importants de la modernité pour expliquer cette domination de l'homme sur la nature. Mais il y a aussi un autre héritage européen à prendre en considération, qui est un héritage grec et chrétien, plus ancien, dans lequel s'inscrit cette domination de la nature. Dans la pensée platonicienne, par exemple, et c'est notamment relevé par une philosophe australienne écoféministe comme Val Plumwood, l'être est constitué de deux parties distinctes indépendantes, le corps et l'esprit. D'un côté, une partie conductrice, le siège de l'action, le maître, où sont logées la créativité, l'intelligence et la conscience, et de l'autre, il y aurait une partie silencieuse et informe, la matière, les corps. L'esprit, en fait, est dématérialisé, alors que la matière est rendue inanimée. Pour saisir la puissance de l'héritage chrétien des Lumières dans la diffusion et l'affirmation des discontinuités entre humain et nature, écrit Val Plumwood, en associant la nature à la matière et l'humain à l'esprit, nous ne pouvons pas ignorer cet héritage plus ancien. Il y a même certains versets du premier texte de l'Ancien Testament qui constituent le socle des trois monothéismes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui placent l'homme en surplomb de la nature. Il y est écrit que Dieu créa l'homme à son image et lui dit « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, soyez les maîtres des possessions des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur terre. » Alors, on a là, en fait, plusieurs sources, plusieurs traditions de pensée qui concourent à justifier la domination de l'homme sur la nature. Et cette domination, elle prend une forme singulière sous la modernité européenne où, me semble-t-il, on change d'échelle. Que se passe-t-il sous la modernité ? Il y a une découverte fondamentale qui est celle de l'héliocentrisme qui va affliger, selon Freud, à l'homme européen
sa première grande blessure narcissique. En fait, l'homme européen découvre que, contrairement à ce qu'il pensait, il n'occupe pas le centre du cosmos, mais c'est le Soleil qui l'occupe et il habite en périphérie, en banlieue de ce système solaire. Et Freud estime que c'est là la première grande blessure narcissique. La seconde viendra avec l'évolutionnisme et le darwinisme qui fait descendre l'homme du singe et non plus de Dieu. Alors en fait, la découverte de l'héliocentrisme, elle a une double facette. Elle expulse l'humanité, la Terre, du centre du cosmos pour y imposer le Soleil, qui, depuis l'Antiquité, est identifié au principe masculin, dans de très nombreuses philosophies et cosmologies européennes. Donc l'humanité n'est peut-être plus au centre du système, du cosmos, mais ce qui semble à ce moment-là au centre, c'est le principe masculin, le Soleil. Et dans The Death of Nature, Caroline Merchant montre comment la découverte de l'héliocentrisme renforce la domination masculine sur les femmes. Jusqu'au XVIe siècle, l'épistémie européenne, le socle des savoirs, des connaissances européens, associe très largement la Terre au principe féminin. On parle de Gaïa parfois. Elle est cette terre nourricière, ce qui a des implications éthiques en fait assez précises. On peut guère exploiter sans vergogne la nature, fouiller aveuglément au fond de ses entrailles pour retirer ce qu'elle renferme et l'exploiter. On ne viole pas sa mère. Plus largement, la Terre, la société, l'individu sont reliés de manière organique à l'ensemble du cosmos. Or, la révolution galiléo-cartésienne coupe ce lien organique, dévitalise le cosmos et tue la Terre-mère, remplacée par une nature chaos qu'il faut alors ordonner. C'est toute une épistémée où les principes féminins jouaient un rôle important dans le vivant qui disparaît au profit d'un monde et d'un univers mécanique qui élimine l'importance des principes féminins ou justifie leur exploitation. La nature, qui reste identifiée aux principes féminins, est désordonnée. Et le XVIIe siècle voudra dégager les grandes lois mathématiques auxquelles est censée obéir la nature. Et l'homme entend y remettre de l'ordre en chassant la magie des sorcières de cet univers mécanique, désenchanté et sécularisé qui émerge au XVIe siècle. Tuer les sorcières, c'est mettre fin à une vision magique, animiste du cosmos. Il se trouve des philosophes comme Francis Bacon qui vont soutenir l'Inquisition contre les sorcières et appeler à faire de la nature l'esclave de l'homme. Pour un philosophe comme Francis Bacon, le fait qu'il y ait des sorcières est insupportable parce qu'elles empêchent, par le lien organique, magique, qu'elles sont censées conserver avec la nature et le cosmos, elles empêchent en fait le progrès de la science. Et donc, au nom du progrès de la science, Francis Bacon va appeler à tuer et à brûler ces femmes. En fait, Copernic, par sa découverte, a déplacé le principe féminin de la Terre, du centre du cosmos, pour le remplacer par le principe masculin du Soleil. Et à cet égard, je crois qu'il n'est pas anodin qu'au XVIIe siècle, on a en France un roi, Louis XIV, qui se fait appeler le roi Soleil. Alors, tout ce qui est identifié à la nature doit pouvoir être contrôlé. La nature, ce sont les plantes, les animaux, mais aussi des humanités qui vont être réduites à l'état de nature ou identifiées à la nature. En Europe, ce sont les femmes. On estime qu'elles ont conservé ce lien organique à la nature, ne serait-ce parce qu'elles sont réglées et qu'elles peuvent enfanter, donner la vie. Et sur les terres que les hommes européens explorent en conquérant, ce sont les populations amérindiennes et africaines. On dit d'elles qu'elles vivent à l'état de nature, qu'il faut les civiliser, ou alors que l'on peut les exploiter dans la mesure où elles ne relèvent pas de la culture, mais de la nature. Ces humanités sont désignées comme étant des ressources naturelles, et comme ressources naturelles, on estime qu'on peut les exploiter. Ces humanités
sont réduites à leur seule énergie vitale, énergie que l'on exploite par le travail forcé. Et à ce titre, la manière dont, dans le cas français, on désigne les populations africaines esclavagisées est, je trouve, assez révélatrice. On parle de bois d'ébène. Et comme n'importe quel bois, les esclaves peuvent être coupés de leurs racines, entassés au fond des cales des navires négriers comme n'importe quelle marchandise, déportés outre-Atlantique ou dans les plantations, on les répertorie aux côtés des possessions du maître, notamment du cheptel. Le bois d'ébène est ensuite fait bête de somme, quelquefois étalon, parce que dans les plantations américaines, très rapidement, on trouve que ça coûte trop cher de faire venir des esclaves depuis l'Afrique, que l'entreprise est trop périlleuse, donc on décide de faire se reproduire la force de travail sur place et on va forcer les hommes à violer les femmes pour qu'elles aient des enfants, lesquels, dès leur naissance, seront considérés comme esclaves. Femmes, enfants, hommes, animaux, que l'on va ensuite exposer au XIXe siècle dans les zoos humains, après les avoir exposés plus confidentiellement dans les cours royales, et ce jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. On a ainsi élaboré ce que Malcolm Ferdinand appelle un habité colonial, une manière d'habiter le monde qui repose sur ce principe de colonisation. Cet habité colonial a accompagné et permis le développement du système capitaliste qui repose sur l'exploitation du vivant, de tout le vivant, c'est-à-dire à la fois de la nature et des humanités réduites à leur seule force vitale, certains diraient force de travail. Alors la question qui est la mienne, c'est comment sortir de cet habité colonial. Je crois, j'avance cette hypothèse que peut-être, au-delà de certains combats politiques nécessaires, nous gagnerons aussi à renouer avec notre condition cosmique et avec la Terre, l'eau, l'air, le feu, le souffle, la vie, avec ce que j'appelle le tout vivant, pour ne plus nous penser dans une extériorité avec la nature ou l'environnement, termes qui sous-entendent toujours que nous en serions plus ou moins extérieurs. Et à la manière dont Glissant parle du tout-monde pour penser ce qui nous relie, et nous relie contre la mondialisation qui délie plus qu'elle ne lie, j'aime parler du tout-vivant. Ce que j'appelle le tout-vivant réunit de manière intrinsèque et inextricable tout ce qui se meut, bat, pulse, vibre, résonne, mais aussi tout ce que cette interaction et ces entités reliées produisent, qu'il s'agisse de l'atmosphère, créée par la respiration des végétaux et des animaux, ou de ce qui relève habituellement de l'ordre de la culture et qui n'est autre finalement que de l'activité de vivant. Chaque vivant, toute matière est énergie, vibration, mouvement. Le cœur de l'atome n'est que du mouvement. Et c'est ce mouvement au cœur de l'atome qui permet justement, qui rend ce monde stable. Le tout vivant s'ouvre alors au tout vibrant, à tout ce qui vibre, à toute matière qui est énergie, au cosmos qui est toujours traversé, porté par cette énergie première qui l'anime. Animal et donc humain, végétal, minéral, eau, air, vent, arbre, fleurs, plantes, pierres, roches, montagnes, etc., ne sont que du tout vibrant. Au fond, c'est ce que nous apprend Einstein et sa fameuse formule E égale mc2. Cette équation a définitivement changé l'idée que nous nous faisions de la matière. Elle nous apprend qu'il n'y a pas une force qui meut la matière, mais qu'il y a une masse énergie. Une particule de masse, M, possède intrinsèquement une énergie, et ce, même au repos. Ou pour le dire de manière très schématique,
la matière est énergie. Cette formule, E égale mc2, nous dit que la matière, contrairement à ce qu'en a fait la modernité, n'est pas inerte, mais énergie. Si l'on chauffe un corps, par exemple, il gagne en énergie et sa masse augmente. Et inversement, si ce corps perd de l'énergie, sa masse diminue. Avec E égale mc2, la masse, et donc la matière, perd sa pérennité et son immuabilité. La conséquence la plus fascinante de cette relation, explique le physicien Thibaut Damour, est le glissement conceptuel majeur qu'elle entraîne entre une matière pérenne et une matière éphémère. Depuis Einstein, la matière ne peut plus être attachée à une forme particulière de substance. Elle peut se transformer d'une substance en une autre ou même se désintégrer totalement en énergie lumineuse ou en toute autre forme de rayonnement précédemment considérée comme étant du non-matériel. Et il précise, Thibaut Damour, la cosmologie moderne suppose que toute la matière qui nous entoure et dont nous sommes faits n'existait pas pendant les premiers stades de l'expansion de l'univers et a été créée à partir de l'énergie qui était stockée dans un champ continu, un peu semblable au champ électromagnétique présent dans tout l'espace. Non seulement tout est énergie, mais l'énergie et non la matière est au fondement de notre univers. Il existe même de l'énergie sans matière. Alors, renouer avec notre condition cosmique, c'est penser la Terre dans son insertion cosmique. Penser le lien que nous avons avec la Lune, qui par exemple influence notre Soleil, influence les marées sur Terre et tant d'autres choses. C'est renouer avec le Soleil, qui grâce à la transformation qu'en font les plantes via le processus de photosynthèse, nous fournit l'énergie nécessaire à la vie, en nous permettant de respirer, de nous nourrir de lumière et de vitamine D. C'est renouer avec les étoiles, nos ancêtres, parce que si cette Terre existe, c'est parce que certaines méga-étoiles ont explosé et lors de leur explosion ont libéré une soixantaine d'éléments chimiques et organiques, comme le magnésium, le sodium, le silicium, qui composent le corps de la Terre, mais qui composent aussi notre corps. Si vous êtes malade, par exemple, on vous envoie faire une prise de sang et on va mesurer votre taux de magnésium ou de sodium dans votre corps. Finalement, nous sommes aussi des êtres minéraux. Et les astrophysiciens ont cette phrase très belle, très poétique, qui disent que nous sommes en fait de la poussière d'étoiles et que les étoiles sont nos arrière-grands-parents. Renouer avec notre condition cosmique, c'est peut-être aussi renouer avec cette énergie cosmique et apprendre à vibrer avec elle, à entrer en résonance. Penser l'interdépendance, ainsi que nous y invite justement cette condition cosmique, ce n'est pas uniquement dire que nous sommes reliés au monde animal, végétal, minéral, ainsi qu'aux autres humanités, mais c'est comprendre comment nous pouvons prendre soin de la relation, l'entretenir, et entretenir ainsi ensemble les mondes et entretenir le monde ensemble. La question qui se pose à nous est de voir comment tenir le monde ensemble, c'est-à-dire comment faire ensemble, par notre action commune, nos actions, que le monde tienne. Et c'est aussi comment faire tenir les différents mondes ensemble, c'est-à-dire comment faire pour permettre aux divers de résister à la standardisation du même, à la standardisation de la mondialisation par exemple. Comment concilier le pluriel et cette unité du monde. Entretenir les mondes, c'est aussi lutter contre la détérioration, chercher à réparer aussi bien le lien social, lorsqu'il semble s'effriter ou devient nocif, que les objets que nous produisons et dont l'obsolescence programmée menace toujours un peu plus notre planète. Finalement, l'entretien est presque plus important que la relation.
une relation, en fait, elle peut s'effriter, mais elle peut aussi être toxique. L'entretien, en revanche, lui, donne son sens à la relation, un sens orienté vers la vie. Notre lien à la terre doit être un lien d'entretien, de soins et non plus d'exploitation. Entretenir donc pour ne plus jeter et consommer plus, pour se renouveler autrement. Raisonner avec le monde, c'est aussi renouer avec un monde animé, réintégrer le vivant et ne plus considérer le tout vivant comme une ressource et ne plus être dans un rapport instrumental à l'autre, au vivant. C'est ne plus se considérer dans sa seule solitude, mais comprendre et accepter que l'on puisse entretenir le monde, tenir le monde, nos mondes ensemble et établir une relation du cœur. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est en portugais et je tenais aussi à m'excuser auprès des traductrices à qui je vais donner du travail parce que je m'intéresse en français, il y a une homophonie entre le cœur, heart en anglais, et le cœur avec un H qui est celui de la chorale et de la musique. Et ces deux cœurs, celui qui bat en nous, dans notre cœur, et celui qui chante, sont le lieu même de la résonance. Ce rapport au monde repose sur la synchronicité et le sentiment de coïncidence qui est celui de la pleine conscience. Il y a résonance quand moi et autrui, moi et le monde, le cosmos, se retrouvent et se trouvent dans et par cette relation qui est une relation du soin, de l'attention et une promesse de guérison. Il y a dans la relation résonante une réponse à ce que nous sommes, une réponse qui donne sens. Mais pour autant, la résonance, parce qu'elle n'efface pas le divers et le divergent, mais l'accepte, n'exclut pas la dissonance. Et si la relation est une réponse qui donne sens, la résonance est plus que cela, je crois. Elle est un au-delà du sens. Il y a en elle une dimension corporelle, existentielle, spirituelle aussi. On vit le monde. Il s'agit de ne pas seulement être, mais de vibrer, de se mettre en résonance, de s'ouvrir à la présence du monde pour s'y projeter et le recevoir en soi. Alors j'aime beaucoup l'image de l'écho. Vous savez, l'écho, c'est ce moment où vous projetez votre voix, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus intime en vous, et vous lancez votre voix devant vous, et en fait, le monde, souvent c'est dans le cas de paysages de montagne, le monde, la montagne, vous renvoie votre voix, mais transformée. Et j'aime beaucoup cette image parce qu'elle nous invite à montrer comment finalement on peut se projeter dans le monde, se lancer dans le monde et revenir transformé par cette expérience du monde. Et la projection de soi dans le monde, à travers le son ou la voix, nous revient à chaque fois de manière différente que ce qu'on a donné. Et c'est une manière de vibrer et de se projeter dans le monde qui nous transforme en retour. Et ceci m'invite à me dire que peut-être si l'on veut repenser l'écologie aujourd'hui, c'est de travailler sur cette image de l'écho et de faire une écologie avec un H, et je m'excuse encore pour les traducteurs, mais c'est de faire de l'écologie une éthique de la résonance. Être dans l'écologie avec un H, c'est comprendre comment entretenir la relation, c'est se projeter consciemment dans le monde, y prêter attention et accepter que cette relation nous transforme. Raisonner est ainsi porter en nous un fragment du monde, se tenir face à l'étrangeté de l'étranger et l'intégrer en retour dans toute sa présence au monde et son opacité. C'est accepter aussi cette opacité. Mais nous devons prendre garde à ce que la relation ne devienne pas toxique et qu'elle ne nous coupe pas le souffle. C'est se détourner du même qui abolit l'espace vital qui me sépare et me relie en même temps à l'autre. La relation qui étouffe,
C'est celle qui ne maintient plus la distance, qui permet à l'autre de vivre pleinement ce qu'il est, d'exister, de vivre en soi et hors de soi, car cette relation qui étouffe comprime l'antre, qui est un espace de résonance vitale. Quand l'antre est aboli, on n'est plus dans la résonance, mais dans l'aliénation. On dérésonne, c'est-à-dire qu'on n'est plus en résonance, et on dérésonne au sens où on perd la raison. Là encore, ce sont des homophonies en français, et la folie n'est jamais loin quand on dérésonne. Lorsque notre être ne vibre plus au monde, et que le monde ne vibre plus en nous, alors nous sombrons dans un rapport anesthésié au monde, qui est, en fin de compte, celui de la dépression ou de ce qu'on appelle aujourd'hui aussi le burn-out. Or, nous sommes des êtres de résonance. Dès sa naissance, l'être humain a un besoin vital d'amour pour nourrir son estime de soi, grâce à laquelle le nourrisson va peu à peu sortir de soi et aller vers l'autre. Notre véritable être au monde est un être en résonance. Chaque fibre de notre être vibre. La crise écologique est l'une des conséquences d'une perte de cette résonance avec le monde. Tout comme finalement la crise politique et la perte de résonance aussi avec le monde. Crise politique que traversent par exemple les démocraties contemporaines occidentales, avec un désintérêt parfois pour non pas nécessairement la chose politique, mais pour des moments politiques comme les élections. Et le monde dans lequel nous vivons ne fait plus sens alors. Les crises du sens sont des crises de résonance. La résonance n'est pas un état émotionnel, mais un mode de relation. Raisonner, c'est sortir de soi dans le monde, se projeter, vibrer dans le monde et laisser le monde vibrer en soi. Cela repose sur de la bienveillance, de l'empathie et de l'attention. Alors, je sais que notre époque a fait de l'empathie et de la compassion, de l'attention, du soin, des émotions et des aptitudes féminines, périmées et bien souvent ringardisées au cœur d'une culture masculine patriarcale, d'un cynisme assez dévastateur, de la compétition et de l'individualisme exacerbé, mais et en faisant cela, elle a renoncé à être en intimité avec autrui et avec le tout vivant. Cette époque ne cherche pas à être avec, mais elle s'affirme contre. La connotation religieuse de l'amour, dans une civilisation européenne chrétienne, devenue peu croyante et encore moins pratiquante, a effacé cette notion, l'amour, des sphères philosophiques, notamment de l'humanisme athée. Pourtant, qu'est-ce qui peut bien nous amener à désirer vivre en paix, de manière durable avec autrui, et vouloir faire monde avec lui? Et faire monde avec lui, ce n'est pas forcément être en accord avec lui, mais qu'est-ce qui peut vouloir nous amener à vivre en paix avec quelqu'un avec qui on peut éventuellement être en désaccord, si ce n'est non pas tant le sentiment d'appartenir à une même humanité, que d'éprouver à son égard un sentiment de fraternité, de sororité, d'amitié, qui sont des formes a minima d'amour. Vivre et aimer sont synonymes. Éprouver un désir de vie, de lien, d'enchevêtrement est le propre de l'écologie avec un H. Persévérer dans son être, se façonner, se relier, tout cela est le propre du tout vivant. La philosophe australienne Freya Matthews introduit la puissance de l'amour dans l'écologie et l'éthique en partant du double désir propre à tout organisme vivant, l'effort de persévérer dans son être et l'aspiration à s'engager auprès des autres, au-delà de soi-même. Ce profond désir d'aller vers les autres, de vouloir les atteindre et les toucher peut être compris comme un appel dirigé vers les autres. Chaque être
est habité par un désir constant de s'enlacer et de se désenlacer. Vivre sa condition cosmique ne consiste pas seulement à prendre conscience de l'insertion de notre planète Terre dans un univers qui la dépasse et du lien ontologique, géologique, nutritionnel, chimique, physique qui lie l'humain, le vivant, la Terre à l'ensemble du cosmos, mais c'est l'éprouver, c'est-à-dire le ressentir à chaque instant et conduire son existence en pleine conscience, dans le moindre de ses gestes et de ses actes, qu'ils soient politiques ou esthétiques, ce qui suppose certes une révolution épistémologique, mais aussi une transformation qualitative et spirituelle. Éprouver la condition cosmique, c'est adhérer à la totalité, accorder son souffle à celui de la vie et s'ouvrir pleinement pour être en résonance, c'est-à-dire en amour. C'est là la propension, par exemple, de celui qui médite, qu'il soit immobile en position de lotus ou qu'il se meuve. Poètes du mouvement et du souffle, les danseurs, peintres, musiciens, chanteurs, par leur pratique, entrent en résonance et vivent cette résonance pleinement, en projetant du plus profond de soi un souffle qui rejoint les vibrations de l'air et donc du cosmos. Et je voudrais finir, si vous me le permettez, avec une image qui est celle du flûtiste. Par ce qui est le plus intime, le plus intérieur, le flûtiste mobilise depuis différents espaces du ventre et du dos l'air qui va projeter non pas dans son instrument, mais autour de lui, en passant par certains points de percussion de la flûte. La vibration doit partir face à lui, mais aussi l'entourer, pour atteindre ce qui est derrière lui, l'envelopper et l'élever. L'air projeté lui revient transformé par la flûte, fait vibrer ses doigts, ses bras, son corps, avant que la vibration n'entre en lui et ne se répande dans tout son corps et son âme au plus profond de lui-même. Le flûtiste se livre ainsi dans sa vérité, sa nudité, pour épouser le souffle. C'est tout son corps qui éprouve cette résonance. C'est une expérience totale. Alors vous le comprenez bien, j'ai pris l'exemple du flûtiste, mais j'aurais pu prendre beaucoup d'autres exemples. Mais je trouve qu'en cela, la musique rejoint la pratique méditative. Elle ouvre totalement ce qui est en nous pour qu'un sentiment océanique, extrêmement intime, qui nous emplit entièrement, nous déborde et fait un avec ce qui est. L'ego, c'est-à-dire le mental du musicien, du danseur, de celui qui médite, s'efface pour accéder à cette adhésion à la totalité. Notre intériorité, ce que nous sommes le plus intimement, l'âme et le corps fusionnent et ne font plus qu'un avec le cosmos, et cette coïncidence entière avec ce qui est, où intériorité et extériorité se confondent au point de s'effacer et de n'être plus, où les énergies intérieures et cosmiques finissent par se fondre en un seul flux, emplit l'être, au-delà de ses souffrances et de ses joies, d'une plénitude, d'une félicité qui est en fait amour. Ce dernier, l'amour, n'est pas un sentiment, mais un état, celui d'être un avec la totalité, le cosmos. La vie est cette musique, cette danse, cette poétique. Vivre pleinement, c'est ainsi raisonner, éprouver notre condition cosmique, entrer en relation pour être. C'est cela, je crois, vibrer au monde. Je vous remercie. Merci beaucoup Séverine pour cette invitation et aussi pour donner un peu certaines pistes pour comment sortir de cette mode d'habiter colonial du monde. J'ai pris plusieurs notes. On va maintenant entrer dans ce moment où on va commencer à discuter un peu et la conversation est ouverte, bien sûr.
à la salle. O debate está aberto ao público em português ou em francês. Existe interprétation simultânea. Nous allons ouvrir le débat. À la salle. Vous pouvez poser vos questions en portugais. Nos interprètes les traduiront. Et donc, je vais commencer pour ma part, pour que vous ayez le temps de réfléchir à des questions ou à des commentaires ou aux réactions que vous aurez envie de partager avec nous. J'ai pris plusieurs notes et je n'ai pas pour m'empêcher ici de faire un rapport avec un débat qu'on a eu le mois de janvier, ici, où on a eu dans ce plateau un philosophe portugais, André Barata, et aussi Pedro Machado, qui est astrophysicien. Son travail, c'est de chercher la vie dans les autres planètes. Et le sujet, c'était la matière. Comment repenser aujourd'hui la matière à l'égard des pensées philosophiques, mais aussi d'une nouvelle science qui est en train de se mettre en place et des connaissances qui viennent de ce travail au niveau de l'astronomie. Et toute ta réflexion aussi autour de la matière, ça m'a beaucoup vraiment fait penser à sa perspective. Si vous voulez après écouter, c'est enregistré, c'est dans notre site, cette conversation, dans notre site internet. Et il y a une chose qu'il a dit à la fin qui me paraît très pertinent aussi pour la discussion d'aujourd'hui. C'est cette idée de que pour lui, pour qu'on va vers les autres planètes, il faut vraiment qu'on apprenne à vivre avec ce qui ne sommes pas nous. Il faut vraiment qu'on apprenne à sortir de cet anthropocentrisme et à créer un mode d'être ensemble avec ce qu'on peut aujourd'hui appeler le tout vivant, avec cette expression que tu as appris. Donc c'est aussi une définition qui vient de la science, mais qui a une portée politique très, très forte, qui c'est impossible de le faire et de penser aux colonies, à cette idée de coloniser, continuer à à faire la colonisation partout. Donc, j'ai fait un peu cette approche. Et cette nécessité de penser vraiment profondément l'interdépendance. On a, je crois, beaucoup de mal encore à le faire. Et j'ai une question par rapport aussi à ton travail, pas seulement ce que tu as présenté ici aujourd'hui, mais je suis curieuse de savoir comment cette perspective que tu as apportée ici aujourd'hui, comment elle a été informée par le contact, par exemple, que tu as avec les philosophies africaines. Parce que c'est vraiment sortir, je pense que ces contacts, ça t'a permis de sortir de l'héritage européen dont tu as parlé, qui nous a amenés un peu à cette habité coloniale. Comment ce contact avec d'autres pensées, comment elle a nourri ta pensée? Alors, je vais d'abord pour revenir, je vais répondre en deux temps, mais pour revenir sur ce que la discussion dont tu as fait part avec cet astrophysicien. Effectivement, d'abord il y a la question de l'interdépendance. On le sait en fait qu'on est interdépendant et qu'on dépend réellement du monde vivant dans lequel nous évoluons, mais on a du mal à en penser et à en tirer des conséquences politiques ou éthiques. Et même aujourd'hui, l'exploration spatiale, elle prend la forme d'une conquête qui va être une conquête commerciale en fait. Pas seulement une conquête scientifique,
C'est-à-dire que les scientifiques dépendent de plus en plus aussi de multinationales qui investissent dans l'exploration spatiale. Et cette exploration spatiale pour ces entreprises, c'est aussi dans la perspective d'exploiter de nouvelles ressources. On sait que par exemple sur la Lune, il y aurait beaucoup d'hélium-3 qui permettrait en fait de résoudre beaucoup des problèmes énergétiques que nous avons sur Terre. Donc il y a vraiment cette chose-là qu'on voyait dans les fictions, dans les ouvrages de science-fiction, avec cette idée de, puisqu'on ne peut plus vivre bien sur cette planète, on va aller chercher une autre planète où vivre, ou alors chercher dans l'espace des moyens de résoudre les problèmes écologiques et énergétiques que l'on peut avoir. Et ça prend corps réellement aujourd'hui. Et on n'y prête malheureusement, je trouve, pas assez attention. C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup à faire avec ce qui se passe sur Terre, mais en fait, on est dans une espèce d'extension de ce qui se passe sur Terre dans l'espace, avec la mise en place actuellement d'un droit international qui fait que, en fait, juridiquement, on ne peut pas dire je m'approprie cette partie du sol de la Lune ou cette planète, mais en revanche, on a le droit de dire que tout ce que je vais exploiter de ce sol-là m'appartient. Et donc ça, les multinationales en ont bien conscience et sont très attirées par ça. Et ça, c'est pour dire que voilà, on est aussi, c'est comme si on allait aussi exporter l'anthropocène dans l'univers aujourd'hui. Et la difficulté que signale ce scientifique, c'est aujourd'hui, je crois que beaucoup de scientifiques, biologistes, d'astrophysiciens se posent la question de la limite du vivant. Qu'est-ce qui relève de la vie et ne relève pas de la vie ? Vous savez que dans les définitions classiques, normalement, un virus n'est pas considéré comme vivant, parce qu'il a besoin d'une cellule souche dans laquelle il s'ancre pour pouvoir se reproduire et se multiplier. Et donc, si on conserve cette notion-là, par exemple, le virus du Covid n'est pas du vivant. Et pourtant, on voit très bien comment il agit, quelles conséquences ça peut avoir. Donc, il y a repousser la définition du vivant d'un point de vue biologique. Et aussi, il y a d'autres travaux d'astrophysiciens, notamment je pensais à une femme astrophysicienne qui justement fait partie de ces équipes qui recherchent aussi les autres formes de vie dans l'univers et qui en fait en vient à dire que finalement tout dans l'univers est porté par cette énergie. On sait bien qu'il y a ce fameux, ce qu'on appelle le champ de Higgs, qui fait qu'il y a toujours un minimum d'énergie et qu'on ne peut pas supprimer cette énergie. C'est ce qui fait que l'univers tient et notamment qu'il est en expansion. Et que puisque tout est énergie et que l'énergie, c'est ce qui traverse le vivant, on peut se demander si finalement l'univers ne porte pas aussi en lui cette autre forme de vie. Et en fait, ce qu'elle explique là, c'est que finalement, la question de savoir ce qu'est la vie, c'est vraiment une question de définition et presque de convention, et qu'aujourd'hui les scientifiques sont amenés à toujours la repousser un petit peu plus loin. Et ça suppose qu'effectivement chercher d'autres formes de vie, ça ne sera jamais la vie telle qu'on la connaît, telle qu'on l'expérimente sur cette planète Terre, ça sera autre chose, ça sera peut-être quelque chose de presque radicalement différent. Et ça, c'est difficile en fait, parce que ça nous oblige à sortir de nos catégories scientifiques, ça nous oblige à remettre en question nos méthodologies, nos approches. Et ce long détour me permet de répondre à ta question, parce que moi, d'avoir côtoyé depuis un certain nombre d'années, je ne vais pas les calculer, mais depuis très longtemps, de côtoyer les philosophes africains, leurs textes, leurs réflexions, ça m'a obligée à me décentrer et à m'interroger aussi sur ma propre pratique philosophique, sur ma discipline, la philosophie, comment est-ce qu'elle fonctionne, sur quel concept elle repose. Et notamment, il y a quelque chose qui fonctionne très bien dans la philosophie occidentale, mais qui ne fonctionne pas du tout dans les philosophies africaines, c'est de penser de manière dualiste et binaire. Et les oppositions matière, esprit ou nature-culture sont
des oppositions réellement très occidentales et qui ne font pas sens dans d'autres cultures. Et donc c'est ce passage par les philosophies africaines qui, moi, m'a amené à dévier et à passer par d'autres notions pour penser le vivant. Et donc justement à vouloir sortir de cette séparation nature et culture et peut-être finalement de presque penser contre la nature qui est un concept en fait qui c'est pas rien, ça vient pas de nulle part, on a tout un héritage européen sur cette notion de nature et même si on sait d'où vient ce concept, moi je trouve, en tout cas moi, il m'empêche de penser. C'est-à-dire que dès que je pose le mot nature, pour moi c'est comme si c'était quelque chose qui était en extérieur à moi ou que je côtoierais et moi ça, en fait il m'entrave ce mot. Ça fait partie d'une histoire de la séparation. Exactement. Ouais. Voilà, et donc ce qui est intéressant, c'est de passer par les philosophies africaines ou passer, comme je le fais, par des philosophies de l'éveil, des philosophies bouddhistes ou taoïstes. Ça permet justement de questionner cet héritage conceptuel-là et de voir comment parfois, en fait, ces autres approches, ces autres philosophies sont beaucoup plus proches des lectures scientifiques aujourd'hui que la philosophie occidentale. Ça permet de faire ces bouleversements de catégories qui sont nécessaires en ce moment. Pour Absolument. refaire un peu les outils de pensée. Ouais. Merci. Je crois que je vais passer la parole pour le public. Je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires. Voilà. Il y a Margarida. C'est Séverine par votre magnifique conférence qui est très stimulante et qui laisse beaucoup à penser. Mais je voudrais vous poser une question. Il faut peut-être le mettre un peu plus loin. Parce que quand je vous écoute, j'ai lu une partie de votre livre et dans lequel vous parlez d'être contre la nature et contre toutes ces séparations que vous avez discutées. Je pense, et je me suis rappelé dans le livre de Byung-Chul Wang, où il parle de la société de la fatigue. Parce que tout ce que vous venez d'énoncer, ça doit nous mettre dans une autre notion de temps. Alors, c'est très difficile de batailler contre la nature et de nous poser au-delà de cette séparation entre sujet et objet et de partager avec les plantes, les minéraux, tout ça, une ordre cosmique, cosmologique, comme vous dites. Mais ça me semble un peu incompatible avec la façon dont nous vivons le temps aujourd'hui. Et dont notre quotidien nous presse à oublier, à n'avoir pas le temps de faire ce rendez-vous avec une autre relation. Et ça, je voudrais bien vous entendre, vous écouter un peu sur cette question de la relation de vivre contre la nature et adopter une autre façon de vivre le temps. La deuxième question, c'est peut-être en commentaire quand vous parlez de l'influence des philosophies, des modes de pensée africaines et de l'influence du bouddhisme et d'autres cultures. Ça me rappelle un peu, et ça m'a venu à me penser quand vous parlez de l'effet radical que la physique mécanique du XVIIe siècle a eu dans notre mode d'entendre la Terre et le vivant, parce que la philosophie mécanique a en fait détruit tout ce qui était le chaos, le vivant et tout ça. Et je suis complètement d'accord sur cette
lectures qui semblent très intéressantes. Par exemple, l'astrologie a été complètement effacée pour bénéficier l'astronomie et la mathématique et tout ça. Mais ça me semble aussi intéressant de comparer tout ce que je viens d'entendre avec quelque chose qui s'est passé aussi au 19e siècle. Avec la relation entre la physique et le spiritualisme, par exemple. Il y avait des scientistes qui étaient dans les deux côtés et qui pensaient que c'était toujours la même chose, comme Crook, par exemple. Et encore aussi avec toutes les idées de la cybernétique qui disaient que tout communique et qu'il faut penser la vie comme une chose qui est complètement en communication permanente. Bon, c'est tout. Merci beaucoup. Vous avez tout à fait raison sur la question du temps et de la temporalité. Et d'abord, je crois qu'il se met aussi en place sous la modernité une autre pratique, une autre manière de vivre le temps. Et notamment, ça va aussi, ce phénomène va s'accentuer avec le développement du capitalisme et le développement en fait, l'arrivée du salariat, où on va avoir un temps horaire qui va délimiter, découper notre journée, en fait, en fonction d'un besoin économique qui ne répond pas à notre besoin vital. Il y a ce que vous disiez me faisait penser au travail de Jérôme Bachet, que j'évoque dans Devenir vivant, où il explique que justement aujourd'hui on vit à l'ère de ce qu'il appelle avec François Herzog, à l'ère du présentisme. C'est-à-dire on est vraiment dans ce tout petit présent, et c'est même presque le temps de l'urgence en fait. C'est maintenant, il faut toujours tout de suite, maintenant, immédiatement. Et on est déjà presque toujours en retard. C'est un présent du retard, en fait. Et ça, c'est terrible parce que ça nous empêche... D'abord, ça nous empêche de penser, ça nous empêche de nous projeter. Et je crois que les 2 années de pandémie qu'on vient de vivre, c'était ça aussi. Et en même temps, c'était une conflictualité de différentes temporalités. C'est-à-dire qu'on voyait bien qu'il y avait cette incapacité à se projeter du fait de l'incertitude. Mais il y avait aussi une confusion de différentes temporalités qui étaient localisées dans nos appartements, ce qu'on n'avait peut-être pas apprécié avant, c'est-à-dire qu'on avait la temporalité de la maison, du chez-soi, où on est sur un rythme qui nous correspond davantage, et puis la temporalité du travail de l'extérieur qui venait pour ceux qui étaient dans le cas du télétravail. Et on voit bien qu'il y a des réponses, des pratiques du temps qui sont multiples. Et effectivement, alors je suis parfaitement d'accord avec vous que même penser l'interdépendance, l'éprouver, la vivre et ne pas juste en avoir une analyse rationnelle, scientifique, c'est extrêmement difficile. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui demande d'être en attention par rapport à ça et c'est une bataille justement et que c'est cette bataille-là aussi à laquelle on doit faire face quotidiennement, de faire en sorte que le temps de l'extérieur, qui est le temps du travail, qui est le temps des obligations sociales, qui est le temps de la vie, le temps de l'urbanité aussi. On n'a pas les mêmes rythmes quand on doit se déplacer avec des transports en commun, des métros, etc., ou si on marche, etc. Et on doit lutter pour pouvoir préserver notre temporalité à nous, notre propre rythme. Et c'est ça qui est extrêmement difficile, c'est que mon rythme à moi n'est pas le rythme de Liliana, c'est pas votre rythme. À vous aussi, on a chacun notre propre rythme et c'est extrêmement difficile de savoir comment habiter son corps et habiter son propre rythme dans ces obligations-là. C'est d'autant plus difficile qu'on est dans des sociétés où tout va toujours plus vite. Et ça, je crois que c'est de l'ordre du travail à faire sur soi. Il n'y a pas, enfin, moi, je ne vois pas d'autres solutions. Et il y avait une deuxième question. Je sais pas. Sur...
spiritualité. Ah oui, oui, parce que je voulais dire quelque chose par rapport à ça, c'est que effectivement, la modernité, elle a aussi produit des résistances, par exemple. Sur ce rapport de domestication, de domination de la nature, ça produit l'espèce de résidence aussi, de résistance, c'est tout le courant du romantisme, par exemple, où on va avoir de nouveau une idéalisation, une sacralisation de la nature. Donc il y a toujours effectivement, les choses ne sont jamais totalement ce qu'elles sont, elles entraînent et elles génèrent parfois leur contre-proposition. Il y a eu le romantisme et puis il y avait, vous parliez de la disparition de l'astrologie pour l'astronomie, parce que l'astronomie c'est une vision froide, distante, une relation à distance des étoiles, alors que l'astrologie, il y a un lien organique en fait qui existe entre les étoiles, les astres et nous. Mais en fait, ces savoirs n'ont jamais totalement disparu. Même alors je ne connais pas du tout le cas du Portugal, mais en France, dans les campagnes, il y a encore des pratiques qui sont des pratiques magiques en fait. Et il y a toujours, nous on appelle ça des rebouteux, des leveurs de feu, des magnétiseurs. Il y a toujours des gens qui ont des savoirs ésotériques et qui peuvent soigner aussi, et qui eux vivent une autre temporalité et vivent un autre rapport, et justement ils sont pleinement dans l'interdépendance, et ces savoirs-là en fait ils ont résisté. Je me demande si, par rapport aussi à cette dernière question et à cette idée que la modernité a aussi créé ses propres résistances, s'il n'y a pas un peu une autre histoire à faire par rapport à l'héritage européen aussi. Pas seulement regarder les philosophies de l'éveil, les philosophies africaines, mais aussi voir quelles sont les autres histoires, les autres pratiques qui ont survécu, ou qui peut-être ont mal survécu, mais par rapport à ça, tu vas parler ici un peu de tous ces rapports entre l'histoire des femmes, de l'expérience féminine aussi, ce rapport à la nature. Je dis nature maintenant entre guillemets, à cause de ce dont tu as déjà parlé, que ce n'est pas peut-être une catégorie très juste, mais je me demande s'il n'y a pas ce travail aussi d'archéologie un peu à faire. En fait, je crois qu'à chaque époque, on a des lectures différentes de ce qu'a été la modernité et des Lumières, et je pense qu'on enrichit toujours un petit peu plus en complexifiant en fait ce qu'a été cette période-là. On a beaucoup insisté à avoir une lecture des Lumières très belle et très honorable, avec cette idée que c'était et ça a été aussi le développement d'une pensée de l'homme, de l'individu, des droits humains, des libertés. Et donc il y a vraiment eu vraiment une période de lumière comme ça. Les travaux postcoloniaux et décoloniaux rappellent et montrent que cette belle période de lumière s'est faite aussi par l'exploitation et de la traite négrière et de l'esclavage, et que s'il était question de liberté et de droits humains pour les uns, ça ne s'appliquait pas aux autres, et les études féministes montrent que ça ne s'appliquait par exemple pas aux femmes à cette époque-là. Et je crois que peut-être un troisième temps pourrait venir aussi pour montrer justement comment il y a eu tout un processus, parce que en fait ce qui est intéressant de voir, c'est que le processus de colonisation qui se met en place notamment au XVIIIe et au XIXe siècle, il concerne finalement aussi bien, mais dans des formes différentes, mais il concerne par exemple l'Afrique, mais il concerne aussi les campagnes françaises. Et en fait, souvent on met, en tout cas pour le cas français, on met les mêmes politiques, c'est les mêmes politiques qu'on va appliquer. C'est-à-dire que la France, juste avant la Révolution, la France, c'est des régions séparées avec des langues différentes, avec même des systèmes pour mesurer les poids, pour mesurer les distances complètement différents. Et puis, à partir de la Révolution, on va vouloir unifier tout ça et on impose une langue, la langue française, on impose une unité de mesure, le mètre pour les distances, on va imposer le kilo, etc. Et en fait, par exemple, ce qui est assez troublant, c'est de voir comment est-ce qu'on a imposé le français dans les cours d'école françaises,
et comment en fait cette politique va être mise en place par le colonisateur français en Afrique pour imposer le français dans les cours d'école africaines. Et en fait, les justifications idéologiques souvent sont les mêmes. Et de la même manière qu'on va dire que les savoirs africains sont des savoirs magiques, que c'est oui, une lecture magique du monde, en fait, on a le même combat contre d'autres lectures magiques sur le sol français. Et donc, effectivement, en fait, ce sont des savoirs qui disparaissent, bien évidemment, mais c'est aussi des manières différentes de lire le monde qui disparaissent. C'est un habité colonial qui commence en Europe, commence par être mis... Qui se fait en même temps, en fait. Peut-être d'autres questions, commentaires, partages. Là, il y a d'autres questions. Là, oui. Bonjour, merci beaucoup pour votre très intéressante conférence. Je voudrais seulement réfléchir un peu votre dernière image avec le musicien, le flûtiste. C'est cette manière de penser basée en la résonance et en la vibration, elle vient apporter nécessairement une approche qui est plus proche de l'écoute et que le regard, comme nous sommes plutôt. Et nous commençons pardon pour mon français, ces exemples de la musique viennent forcément pour le discours. Et je voudrais faire seulement un petit... Peut-être, moi je suis musicienne et pour moi c'était très confortable un exemple comme ça. Mon ego est grandi et je sors content parce que moi je résonne. Mais je voudrais dire aussi que c'est important de ne pas aussi romantiser les musiciens, la musique, et que dans la musique, il faut aussi décoloniser les corps, et que la musique, elle est aussi un lieu où cette séparation des corps et l'esprit est faite de manière très efficace, où l'effacement des corps est fait, je dis la musique classique de notre... alors, c'est un bel exemple, mais aussi, cette corps-là, il ne faut pas aussi ne pas naturaliser les corps, ou les romantiser, les corps musiciens. Je viens justement dire que là, cet exemple-là, il est aussi avec les mêmes problèmes. Pour raisonner, il faut aussi, comment dire, alors, surpasser toutes ces questions que nous parlons aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Mais oui, mais ce que vous dites, je pense, effectivement, ça s'applique peut-être à une pratique musicale très européenne, en fin de compte. Il y a d'autres pratiques musicales où justement c'est tout l'être entier en fait qui est mobilisé à travers de la musique, du chant, de la danse. Et je pense notamment à des pratiques africaines. Je ne vais pas faire des généralisations, mais il y a aussi, moi je me rappelle il y a quelques années, le festival de théâtre en France qui avait fait une programmation africaine. C'était un temps fort Afrique. Et c'était un festival de théâtre et beaucoup de programmations étaient des programmations qui sont catégorisées en France comme étant de la danse.
Et il y avait eu tout un débat pour savoir pourquoi est-ce que, en fait, il y avait, dans un festival de théâtre, dès lors qu'il est question d'Afrique, on proposait de la danse et un dramaturge africain s'est élevé contre en disant mais une fois de plus c'est qu'on refuse le droit à la parole à l'Afrique et d'autres artistes africains avaient répondu que justement en fait cette lecture-là était une lecture encore avec une appréhension très coloniale de ce qu'était le théâtre, de ce qu'était la musique, de ce qu'était la danse, et en fait une lecture très occidentale, parce qu'en Afrique, dans la plupart des traditions culturelles locales, en fait, on pratique un art de la scène qui mêle à la fois la musique, la danse, le théâtre, le chant, etc. Et que toutes ces catégories-là aussi étaient à questionner et finalement étaient appréhendées dans un modèle qui sépare le corps et l'esprit, en fait, et qui souvent avait, vous l'avez évoqué, avait comment dire, une espèce de hiérarchisation dans les sens avec l'importance de la vue, parce que c'est relié à l'esprit, et que les autres sens, le corps, du corps notamment, étaient moins importants que la vue. Donc c'est toutes ces notions-là qui sont effectivement à repenser. Je pense que je vais parler en portugais. En français, c'est pas trop. Oui, vous pouvez poser les questions en portugais sans aucun problème. J'ai trouvé très important de parler également des théories féministes, surtout parce qu'aujourd'hui c'est la Journée internationale des femmes. Et cette idée a été un petit peu abordée de l'écoféminisme, l'idée de l'intégration au lieu d'emphasiser la dualité du genre et d'intégrer l'idée des êtres vivants. Et nous inspirer aussi, cela n'a pas été mentionné, mais de nous inspirer également d'autres modèles de cohabitation tels que le royaume végétal, comment les plantes communiquent entre elles, comment elles collaborent en somme. Voilà, cela m'a fait penser à tout ceci lorsque j'entendais ton discours. J'aimerais un petit peu ici faire l'avocate du diable et penser, et je crois que c'est très beau, certes, c'est très zen et presque utopique, cette proposition de penser plus à un corps de vibration vibratile et non corporel, non matériel, et nous considérer des êtres énergétiques. Et de cette façon-là, créer une empathie, un respect envers l'autre. Je pense qu'il s'agit d'une idée très utopique, très belle, de par sa nature, certes, mais c'est aussi un peu paradoxal, cette idée de penser que la nature passe aussi par donc dominer les uns les autres, nous dominer les uns les autres. Les êtres se dominent les uns les autres, notamment dans le royaume animal, par exemple. Donc j'étais en train de penser que le processus de colonisation, moi je suis certes tout à fait contre que les choses soient claires, mais peut-être que c'était un processus naturel aussi. Et peut-être que cela est encore de destruction de l'autre. Moi, je n'ai pas réfléchi de manière approfondie, donc je pense un petit peu à haute voix. Et donc, si on pense cela à une autre échelle, ça serait le chaos. On rentre dans une catégorisation d'une destruction totale, peut-être pas de toutes les autres espèces, mais de notre espèce en particulier. Voilà, je voulais juste apporter cette réflexion sur l'idée de la colonisation qui peut être aussi considérée comme étant un processus naturel de domination qui existe aussi. En fait, je vais répondre en deux temps. D'abord sur la question des féministes.
En fait, pour moi, les écoféministes sont vraiment des autrices extrêmement importantes et extrêmement fécondes pour repenser justement ces questions-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles dépassent cette binarité entre féminin, masculin et entre même humain, non humain. En fait, on est au-delà de ces catégories. Et l'idée, et c'est vraiment, en fait, je crois, vous avez parlé de cohabitation. Et c'est ça, en fait, c'est que moi, je me méfie beaucoup, et pourtant, vous pouvez penser que je suis zen, mais je me méfie, par exemple, énormément de la notion d'harmonie et de l'idée de vivre en harmonie avec la nature. Je préfère parler de vivre en coprésence. Parce qu'en fait, la nature, elle peut être extrêmement violente à notre égard. Et en ça, je suis d'accord avec vous. Il peut y avoir des tornades, des cyclones, une invasion de criquets pèlerins ou ce genre de catastrophe, ce qu'on qualifie de catastrophe naturelle, où là, on a une expérience extrêmement violente du rapport à la nature ou tout simplement la pandémie. Donc, je pense qu'il est plus juste... et pour ne pas être dans une espèce d'illusion ou de quelque chose un peu qui serait trop déconnecté avec le réel et de dire voilà, il faut vivre en harmonie avec la nature, pour moi ça ne veut pas dire grand-chose. Je préfère parler d'être en coprésence, et en coprésence ça veut dire que voilà, on est très attentif à l'endroit où on habite et on fait en sorte que le développement des infrastructures, par exemple, n'aggravent pas des phénomènes climatiques qui peuvent déjà être extrêmement violents. On sait que, par exemple, il y a beaucoup l'aggravation de cette violence d'événements dits naturels. C'est aussi une des conséquences du réchauffement climatique et de l'action humaine, qu'il y a des inondations, mais bien souvent, là où il y a les plus grandes coulées de boue, par exemple, c'est parce que l'humain est intervenu et qu'en fait n'a pas respecté un certain nombre de critères géologiques ou autres environnementaux. Donc la coprésence, elle nous oblige à faire attention à ne pas accentuer ces phénomènes violents, ces phénomènes naturels. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que tous les travaux, enfin la très grande majorité des travaux scientifiques aujourd'hui qui travaillent et qui s'interrogent sur comment en fait fonctionne le monde végétal, en fait montrent que contrairement à ce qu'on pouvait penser, ils sont rejoints de plus en plus par ceux qui travaillent sur le monde animal, qu'en fait ce qui domine dans la nature, c'est pas la compétition, mais c'est plutôt, ils ont un nom scientifique qui m'échappe, une espèce de forme d'entraide et de collaboration. Et en fait, si le monde tel qu'on connaît tient debout, c'est parce qu'il y a plus de phénomènes de coopération que de phénomènes de compétition. Alors c'est vrai que la compétition existe et après, je ne sais pas en fait, quand on parle de colonisation, en parlant de phénomènes naturels, je ne sais pas si là, on n'est pas juste en train d'appliquer un mot très humain, d'un phénomène très humain à des processus non humains. Je m'interroge vraiment sur la pertinence du terme de colonisation, en fait. Mais le monde végétal montre des capacités d'entraide absolument et qui sont fondamentales pour le vivant, justement. Par exemple, les arbres ont besoin des champignons pour transmettre des messages par les racines à d'autres arbres. Donc là, il y a une collaboration, en fait, qui existe entre des champignons, des parasites, différentes formes de vie qui communiquent entre elles et qui construisent leur monde comme ça. Peut-être pour rebondir un peu sur cette question et prolonger un peu plus, je crois que peut-être j'ai passé un mot d'un philosophe, philosophe biologiste que parfois je cite, c'est Umberto Maturana, qui a travaillé beaucoup dans les années 70 cette autre perspective biologique qui sort de je crois qu'elle est un peu post-Darwin, post-darwinisme, parce qu'il sort de cette
encadrement de la nature dans une compétition continue et pour aller vers la collaboration. Il parle de la couplage structurel. Comment on est, quand on perd la conscience de cet accouplage, oui, on peut faire beaucoup de violence, mais en effet, le vivant évolue par couplage avec son niche écologique et une chose qui... et voilà, et cette couplage, parfois, elle ne suit pas vraiment les intérêts seulement des humains. Elle peut suivre les intérêts d'un cyclone, elle peut suivre les intérêts des autres entités qui ne sont pas humaines. Et là, ça peut donner des violences, ce qu'on appelle des violences. Mais il y a une chose qui peut-être a un peu un rapport avec cette question, c'est que voilà, il y a un mot qui doit utiliser beaucoup pour à la fin, c'est un mot qui parfois nous évoque aussi cette idée de pensées très positives, de bénévolence, qui est l'amour et le rôle de l'amour dans toute cette habité d'une façon non coloniale. Mais j'ai noté ici quelques mots qui viennent avec ce concept plus grand qui est le concept de dissonance, d'étrangeté, d'opacité, de distance, qui apparemment ça paraît presque le contraire d'un certain romantisme, d'une certaine définition d'amour. Mais je trouve que c'est très important de les transporter pour cette définition. Donc je ne sais pas si tu peux commenter un peu plus sur ça. Oui, en fait, je crois qu'il ne s'agit pas d'être naïf, en fait, et de dire qu'on va tous s'aimer et qu'on va vivre ensemble. Ça, ça n'arrivera jamais. Mais la question qui se pose, et je pense que c'est la question politique qui traverse les époques, c'est comment est-ce qu'on fait pour vivre avec celui qui est à côté de moi ou qui est d'à côté de moi, avec qui je suis pas obligée de l'aimer, en fait. Je ne suis pas obligée d'être d'accord avec lui, mais en même temps, il va falloir qu'on négocie notre coprésence, justement, notre présence sur cette planète. Et c'est la question, finalement, de la gestion du différent et du conflit aussi. On est en désaccord, mais qu'est-ce qu'on fait de ce désaccord et comment est-ce qu'on arrive à gérer ou pas ce désaccord-là. Et évidemment, c'est plus facile de pouvoir discuter avec autrui si on le reconnaît un peu comme un autre soi-même, c'est-à-dire non pas comme il est comme moi, mais comme un autre qui a tout autant de droits de vie que moi. Et jusqu'à quand j'accepte qu'ils se tiennent devant moi et jusqu'où je peux accepter de la violence à mon égard aussi. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une lecture très angélique, en fait. Il faut essayer d'être lucide le plus possible. Et donc la violence, la dissonance, la relation toxique, tout ça sont des choses qu'on éprouve au quotidien. Et donc comment est-ce qu'on pose ça et qu'on essaye de s'en sortir le mieux qu'on puisse, en fait. En effet, je trouve que c'est une réflexion très pertinente pour le moment politique actuel aussi de l'Europe et du monde. Donc, comment sortir de cette négation d'autrui qui apporte la plus grande violence. Mais peut-être je vais passer encore une fois, on a encore un peu de temps, s'il y a des commentaires, des questions. Oui. Bonsoir. J'ai une question. Beaucoup de gens qui vivent, les indigènes l'Amérique, beaucoup de cosmologie africaine, elles ont une façon de vivre ensemble qui c'est avec la comment s'appelle ça, a dádiva, le don. Ouais.
Et pour avoir le don, pour avoir un entrée en relation avec qu'est-ce qu'on ici encore par la nature, il faut donner, il y a un échange, il y a à dívida, la dette. Ici, on est dans un monde capitaliste. On a une relation avec les choses, avec l'argent. C'est que je peux avoir, je paye si j'ai l'argent. Qu'est-ce que je me demande, c'est comment, pratiquement, comment faire pour entrer en relation des échanges qui ne passent pas pour cet ordre qu'on a pris. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on peut comme entrer en relation avec la nature, avec une rivière, avec une montagne, avec l'énergie qu'on utilise, avec la matière. Qu'est-ce qu'il faut qu'on apprenne à la pratique pour donner? Et l'autre question, c'est que je me demande les pédagogies dans ce moment en Europe. Qu'est-ce qu'on a fait ou il y a vraiment un problème quand je écoute le vibrer ensemble, d'être ensemble, et quand on voit le conflit maintenant, pour parler, c'est là, en Ukraine et la Russe, mais il fait 3 mois que plein de Syriens ont été dans la même frontière avec la Pologne. Et ils n'ont pas pu entrer dans l'Europe. J'ai quelques amis qui ont posté quelque chose sur Facebook, mais maintenant, qu'est-ce que je vois? La solidarité pour un conflit que ça passe dans la même frontière. Et c'est ça que je me demande, qu'est-ce que c'est vraiment vibrer ensemble et être en solidarité avec l'autre. La question du don, elle est intéressante parce que, alors je ne sais pas comment elle se pratique dans les sociétés que vous avez évoquées, mais effectivement, on a tendance que, et ça rejoint un petit peu la remarque qui était faite sur le temps tout à l'heure, on a l'impression parfois et de fait, on vit dans des sociétés de consommation capitaliste où on achète tout le temps et on est dans un rapport de l'argent, mais on n'est pas que cela en fait. Il ne faut peut-être pas désespérer de nous aussi. Et je suis sûre que vous donnez par exemple beaucoup de votre temps aux gens qui vous sont proches, à votre famille, à des amis. Et c'est ça aussi qui fait la qualité de la relation que vous avez avec ces personnes-là. C'est aussi, il y a des pratiques du don de soi qu'on a intériorisées et qu'on n'analyse pas toujours et dont on n'a peut-être pas nécessairement conscience parce qu'on est à ce moment-là dans une pratique et pas dans une action autoréflexive sur qu'est-ce que je suis en train de faire là en ce moment-là. Et c'est ça qui fait que quand même une société ne s'effondre pas. C'est quand on est encore dans des relations comme ça, qui sont des relations de qualité, qui reposent sur autre chose que l'argent en fait. Et on ne s'en rend pas bien compte parce qu'on est dans un modèle et parce qu'on n'interroge pas toujours nos pratiques. Donc je pense qu'on a beaucoup plus d'autres choses. Et peut-être des fois, il faudrait s'interroger sur cette idée-là que
oui, on est dans des sociétés de consommation capitalistes, mais on n'est pas que ça aussi. Et résister aussi, imposer cette autre chose que nous sommes aussi. C'est-à-dire que travailler sur soi pour que toutes ces petites choses qui ne rentrent pas dans un échange monétaire ou dans un échange capitaliste résistent et puissent survivre. Et puis sur ce que vous avez évoqué sur la différence en fait de traitement entre des réfugiés ukrainiens et des réfugiés afghans ou syriens, en fait ça montre bien qu'on n'est pas sorti de cet habité colonial qui s'est mis en place sous la modernité et que s'il y a une différence de résonance ou de solidarité, c'est parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle un racisme structurel qui est complètement intégré et c'est ça la difficulté, c'est que quand on est dedans, de s'interroger sur ses propres pratiques en fait, les sociétés occidentales, elles ont, je crois encore aujourd'hui, un des gros travail qu'elles doivent faire, c'est de chasser le colon qui est encore en elles. C'est-à-dire que, en fait, pendant près de 5 siècles, on a eu cette habité coloniale en pratique et on l'a modelé, on l'a travaillé, on l'a pratiqué à partir des grandes découvertes et de la traite négrière et ensuite de la colonisation, notamment en Afrique. Donc on est quand même sur un mode de colonisation qui part de l'Europe, qui va en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique et qui va jusqu'en Océanie, et en Australie et en Asie. Et ça, on a mis des siècles à le bâtir. Et je pense que ce n'est pas en quelques décennies qu'on va déconstruire ça. Cet habité colonial, il a produit des colonies, décolonisé, mais il a aussi produit un colonisateur et ce colonisateur, il est encore là quand il réagit de manière aussi différente en fonction de qui sont les humanités en face de lui, malheureusement. Et ça, c'est un travail et je pense que ça aussi, c'est un travail sur soi. Et je crois que les rencontres comme celles qu'on fait, les échanges qu'on peut avoir sont extrêmement importants pour discuter de tout ça. On a encore do tempo pour une, deux questions, Silena. Ainda temos tempo para uma ou duas questões, se a tiverem. Voilà, nous avons encore le temps de prendre une ou deux questions, si vous souhaitez, en français ou en portugais. Je te remercie beaucoup, Séverine, pour ta présence, pour toutes ces pensées qui vont rester ici. Et je vous invite aussi à revenir demain pour la continuation de ces débats avec une table ronde sur cette question de la botanique coloniale décoloniale. Bonne soirée et merci beaucoup. Merci beaucoup, Liliana.